J'appelle les anciens secrétaires de la conférence à rejoindre leur place. Les membres du Conseil de l'Ordre. Les anciens bâtonniers. Les anciens bâtonniers, membres du Conseil de l'Ordre. Madame le bâtonnier désigné. Les bâtonniers du ressort de la Cour d'appel de Versailles, Monsieur le bâtonnier Pascal Fournier, bâtonnier de Versailles. Monsieur le bâtonnier Éric Azoulay, bâtonnier du Val d'Oise. Monsieur le bâtonnier Alain Mallet, bâtonnier de Chartres. Monsieur le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, Philippe-Henri Dutheil. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bonsoir. Mes chers confrères alto-séquanais, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les hautes autorités, Monsieur le Ministre, Madame le Ministre, Madame le Président de la Cour administrative d'appel, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général, Monsieur le Président du Tribunal, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Président du Tribunal de commerce, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités judiciaires, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le député, cher ami Bruno, Messieurs les élus locaux et un salut à Patrick Jarry, maire de Nanterre, grâce à qui nous sommes ici ce soir, puisque nous sommes chez vous, Monsieur le maire, Monsieur le représentant du président du Conseil national des barreaux et les membres de votre bureau,
Monsieur le Président de la Conférence des bâtonniers et les membres de votre bureau, Monsieur le vice-bâtonnier de Paris, Monsieur le vice-président élu du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs les bâtonniers de la Conférence des grands barreaux, Mesdames et Messieurs les bâtonniers de la Conférence régionale des barreaux d'Île-de-France, et vous tous, très chers amis, mes associés d'Ernst & Young, mes amis personnels et ma famille, bonsoir. Je déclare ouverte la 23e rentrée de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine. Alors, je vais faire un peu durer le plaisir, parce que d'abord, je vais essayer de gagner du temps. Notre invité surprise, mais maintenant, vous savez pour la plupart qui vous allez avoir le bonheur de voir souffrir ce soir, va nous rejoindre dans quelques instants. Il est en moto, il est en train d'arriver. Donc, on m'a dit, essaye de faire tenir le plus longtemps possible. Alors, ça tombe bien, parce que je vais vous infliger un exercice que je voulais absolument tenir ce soir devant vous. Je voulais, dans cette première partie de la soirée, lancer quelques remerciements à tous ceux qui, pendant ces 2 années, m'ont entouré. Et je tiens, une fois n'est pas coutume, en effet, à remercier tout cela. Et je voudrais, en tout premier lieu, remercier Jean-Louis Martinelli, le directeur du Théâtre des Amandiers, qui, pour la 4e année, reçoit la conférence du barreau des Hauts-de-Seine et grâce auquel nous pouvons, ce soir, être dans ce magnifique théâtre. Merci à Jean-Louis Martinelli, qui n'est pas ce soir ici, il est en voyage à l'étranger, à Athènes. Merci à toutes ces équipes techniques qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup de patience pour nous aider à réaliser cette soirée. Mais je voudrais, s'il vous plaît, tout d'abord me tourner vers le Conseil de l'Ordre et les conseillers. Vous avez accepté, au cours de ces 2 années, de très nombreuses missions et de multiples travaux. Elles et ils se sont engagés, acceptant toujours avec énergie les projets nouveaux, sans rechigner des conseils de l'ordre, je sais, chargés et particulièrement denses. Ils ont pris en charge des missions délicates, de nombreuses délégations que je leur ai confiées tout au long de ces 2 années. Je voudrais aussi associer et insister sur les anciens bâtonniers membres du Conseil de l'Ordre. Ils sont derrière moi, sur la table, derrière cette table que je vais rejoindre tout à l'heure. Pas sur la table encore, peut-être tout à l'heure en fin de soirée. Tout est possible. Écoutez, je vous sens en forme, au moins vous suivez. François-Xavier Mattéoli, Pierre Berger, Claude Duvernoy et Alain Boulard, qui, par leur présence constante, ont su me conseiller quand j'en avais besoin, m'aider quand des moments plus compliqués qu'un bâtonnier rencontre souvent. À ce stade aussi, je voudrais associer Madame le bâtonnier désigné, Catherine Scheffler, qui, dans maintenant moins de 2 mois, va me succéder à la tête de ce magnifique barreau. Ma chère Catherine, tous mes vœux de pleine réussite dans tes futures et prestigieuses fonctions. Et puis un clin d'œil. Alors un clin d'œil à un conseiller en particulier. Je vais me fâcher avec les 23 autres, mais tant pis. Mais ils savent que derrière la complice qui est Maya Assi, c'est un peu tous eux aussi que je veux remercier. Maya Assi, pourquoi ? Parce qu'elle a participé de manière frontale avec le bâtonnier à toutes mes nouvelles idées en matière de communication, de lancement de projets innovants, et à raison d'un à peu près par semaine, et encore en période creuse quand j'étais fatigué. Merci à Maya d'avoir absorbé tout cela et grâce à laquelle beaucoup de choses ont pu être faites. Je voudrais aussi remercier les confrères à qui j'ai confié tout au long de ces 2 ans des missions complexes. Je pense au bâtonnier Bruno Berger-Perrin, au bâtonnier Pascal Mayer, à Dominique Laroumé-Fricaudet, à Jean-Philippe Mariani, Frédéric Santini, Marie-Laure Gérard-Paillard, Odelle Sidem-Poulain, Brigitte Bisson, et je tiens à citer leurs noms, Robert Éveillard, tous les membres du Fonds Blavier, ce fonds qui aide au quotidien tous nos confrères en difficulté, Aurore Béguigny, Geneviève Claouet-Lafarge, Muriel Deria, Isabelle Clanet-Dilamani, sans oublier bien évidemment tout le conseil d'administration de la Carpan. Et puis les services de l'ordre, sous la houlette active, parfois fantasque, mais toujours souriante de sa secrétaire générale, Béatrice Vaujour. Je vois que je n'avais pas tort.
Le personnel de l'ordre, Madame la secrétaire générale, a accepté, vous le savez, d'être bousculé, d'être dérangé dans ses habitudes. Ils s'y sont pliés, et vous y êtes pliés, souvent avec enthousiasme, toujours avec professionnalisme. Et puis avec un appui un peu plus particulier à mes deux assistantes, Anne-Marie et Judith, qui ont su gérer avec patience et dévouement l'énergie, me dit-on, parfois un peu débordante du bâtonnier. Et puis l'association des anciens secrétaires de la conférence, de sa présidente, Isabelle Clanet-Dilamani, et son vice-président ou coprésident, Vincent Morel, aux secrétaires de la conférence de l'année dernière, 2009, que vous avez entendu, Émilie et Grégory, qui sont là ce soir, d'Anne-Cécile et Rodolphe, que vous n'avez pas encore vu, mais que vous verrez tout à l'heure. Ils ont, et notamment les deux secrétaires de la conférence de cette année, participé avec constance à des dizaines et des dizaines de rencontres, de dîners de quartier, de petits déjeuners avec nos jeunes confrères, de réceptions avec les nouveaux entrants dans la profession. Ils l'ont fait eux aussi avec enthousiasme et je les en remercie. Aux partenaires du barreau, sans qui cette soirée ne serait pas complètement ce qu'elle est, je tiens à citer et à remercier nos amis d'Aon, de Walser Kluwer et de la Société Générale. Et puis, je voudrais appuyer aussi un remerciement aux syndicats professionnels. On les oublie un peu trop souvent à mon goût. Et pourtant, mes prédécesseurs savent combien les syndicats professionnels des avocats sont des acteurs majeurs au sein d'un barreau. Je vais citer trois des syndicats qui ont su remplir leur office, l'ACE, le SAF et l'UJA, qui ont su me faire remonter régulièrement les attentes, vos suggestions, de temps en temps quelques critiques, que les drôles de dames, puisque j'ai eu le bonheur en tant que bâtonnier d'avoir en fait trois présidentes, que ces drôles de dames, disais-je, soient remerciées, Emmanuelle Fénat-Lagoni, Christelle Morin et Caroline Cohen. Au-delà de ces remerciements, je voudrais adresser un témoignage particulier à vous tous, confrères de notre barreau, qui avez su relayer et adhérer au nouveau projet et qui avez activement participé tant aux assemblées générales qu'aux colloques et rencontres du barreau. Vous avez été nombreux à solliciter l'aide et la protection du bâtonnier. Elle vous était, vous le savez, acquise d'office. Votre dynamisme, parfois votre activisme, ont su guider mes actions tout au long de ces 2 années que vous avez rendues d'autant plus faciles. Je voudrais me tourner maintenant vers les chefs de juridiction, tant de la Cour d'appel de Versailles que du tribunal de grande instance de Nanterre, du tribunal de commerce, que de l'ensemble des juridictions administratives. Monsieur le Président Hayat, nos chemins ne se seront croisés que quelques mois. Mais j'ai pu largement apprécier le volontarisme que vous déployez, la franchise qui préside à nos relations et une qualité encore plus forte à mes yeux. Vous êtes comme moi un adepte des nouvelles technologies, toujours suspendu à son mobile et correspondant prioritairement par SMS à des heures indues de la nuit, et ça personnellement j'adore. Enfin de la modernité. Monsieur le procureur de la République, mon cher Philippe, j'ai eu la chance de pouvoir vous côtoyer beaucoup plus longtemps, et j'en suis ravi. Nos rapports ont toujours été très respectueux de nos différences. Nous avons eu à traiter de quelques sujets difficiles sur lesquels nous avons pu nous opposer, chacun dans le rôle et la fonction qui étaient les leurs. Mais jamais je n'ai senti de votre part la moindre difficulté à créer ce dialogue nécessaire pour bâtir ensemble de nouvelles pistes. J'avais craint un moment que de nouvelles terres, somme toute assez proches, nous vous éloignât des Hauts-de-Seine. Il n'en fut rien. Ne vous avais-je pas dit, monsieur le procureur, que tant que je serais bâtonnier, vous resteriez à Nanterre? Enfin, à ceux qui vous critiquent, je dirais qu'un homme qui aime à ce point-là l'opéra et qui est capable, ce qui est vrai, de chanter de mémoire tout le Faust de Gounod ne peut être forcément qu'un humaniste. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général, là aussi, nous avons su tout au long de ces 2 années, et notamment Monsieur le Président, puisque Monsieur le Procureur général, là aussi, nos chemins se seront croisés très peu de temps, mais mon bâtonnier désigné, mon futur bâtonnier aura le plaisir de travailler à vos côtés. Monsieur le Premier Président, vous savez combien nous avons apprécié de travailler avec vous, des travaux compliqués, des sujets difficiles,
dont la dématérialisation des procédures n'est pas la moindre. Je voudrais, s'il vous plaît, associer l'un de vos magistrats, monsieur le procureur général, à cet hommage et à celui qui est le plus proche de la profession que nous représentons, qui est monsieur Chollet, avocat général, dont j'ai pu régulièrement, travaillant sur toutes les problématiques relatives à l'exercice de notre profession, apprécier la très grande qualité humaine. Je tiens aussi à associer monsieur le président du tribunal de commerce, monsieur Jean-Bertrand Drumen, avec lequel des liens désormais inscrits dans la durée ont permis de tisser des relations efficaces, d'autant plus nécessaires que notre barreau, faut-il le rappeler, est le premier barreau d'affaires de France. Sans oublier enfin madame de Poidèvre, nouvelle présidente de la Cour administrative d'appel et de l'ensemble des présidents des tribunaux administratifs. Messieurs les chefs de juridiction, soyez, si vous le voulez bien, auprès de l'ensemble de tous les magistrats qui vous entourent, mais mon interprète, et je vous demande bien évidemment d'y adjoindre vos chefs de greffe, pour le courage d'exercer dans de telles conditions une profession à ce point dévalorisée. Leur abnégation force le respect. La conférence régionale des barreaux d'Île-de-France a accepté de me porter à sa tête, je voudrais l'en remercier, y associer mes amis bâtonniers de la conférence des 100 qui ont su accomplir cette année un remarquable travail de recherche de positions communes, et comment ne pas oublier les anciens bâtonniers réunis au sein de l'association des Mirabelles que je salue ce soir. De même, je souhaite insister particulièrement sur les relations exceptionnelles que nous avons tissées avec les 3 bâtonniers du ressort de la Cour. Vous avez vu qu'ils sont rentrés sur scène. Exceptionnellement, ce soir, ils sont sur scène, au milieu du barreau des Hauts-de-Seine. Le bâtonnier Alain Mallet, bâtonnier de Chartres, Éric Azoulay, bâtonnier du Val d'Oise, et Pascal Fournier, bâtonnier de Versailles, sans oublier Jean Laury, son prédécesseur. Notre exceptionnelle entente, relevée par tous, messieurs, a permis d'avancer de manière unie sur bien des sujets, renforçant notre cohésion et la force politique que nous représentons. Enfin, et non des moindres, je voudrais associer Thierry Vickers, président du Conseil national des barreaux, qui œuvre sans relâche pour faire de notre institution la seule légitime à s'exprimer politiquement, et Alain Pouchelon, président de la conférence des bâtonniers, qui inlassablement s'efforce de trouver un équilibre et une unité entre nous tous, et cela, de temps en temps, tient du travail de l'équilibriste. Enfin, mon cabinet, Ernst & Young, et à travers lui tous mes associés, et notamment son président Éric Fauhel, qui a accepté de me laisser du temps, beaucoup de temps, nécessaire pour agir au mieux dans l'intérêt de notre barreau. Mais je voudrais aussi insister sur mon équipe. Elle a beaucoup souffert pendant ces 3 ans, quasiment ces 3 ans d'absence, de mon indisponibilité permanente, de la vitesse quasi supersonique de mes passages au cabinet, toujours en Mac 2, ils ont patiemment tenu le choc. Merci à vous tous et surtout à Catherine, ma fidèle amie avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années. Elle a su maintenir au sein de cette équipe de la cohésion, de l'exigence, de la présence, et je peux vous assurer que pour un bâtonnier en exercice, c'est extrêmement rassurant. Enfin, et j'ai quasiment terminé mes remerciements, mais je vous avais dit que j'allais faire durer le plaisir puisqu'il faut que j'attende que Jean Benguigui nous rejoigne. Comment ne pas terminer plus sérieusement par mon cercle le plus proche, mon épouse Herveline et mes 2 merveilleuses filles, Alexandra et Anaïs. Oui, je sais, vous n'avez pas été à la fête tous les jours. Non pas que je rentrais fatigué, cela jamais. Vous vous en doutez. Non pas que je rentrais stressé, ça jamais non plus. Non pas que je rentrais bougonnant, alors jamais du tout. Non pas que je rentrais tard, pas plus. Plus sérieusement, ma vie familiale a été ce point d'ancrage et d'équilibre tout au long de ces mois. Et vous avez accepté toutes les 3 mes absences chroniques et quand j'étais rarement là, le besoin de m'isoler, bien trop souvent. Bref, le parfait mari dont toute femme rêve. Enfin, je vois à vos rires que manifestement, je ne suis pas le seul, ce qui quelque part me rassure. Je vous rassure, je serai de retour très bientôt et je ne suis pas certain d'ailleurs que ça vous ravisse, mais enfin, peu importe. Enfin, pour terminer cette courte liste, à mes yeux beaucoup trop longue probablement pour vous, je prie tous ceux que je n'ai pas cités, et forcément dans ce type d'exercice, on se fait à peu près autant d'ennemis que d'amis, mais ils comprendraient aisément que toute la soirée n'y suffirait pas. On m'a dit qu'il y avait autre chose derrière, donc peut-être passer à autre chose.
mais je voulais dire à chacun plus simplement d'entre vous que je les associe grandement à ces remerciements. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe maintenant dans quelque chose de plus concret, de plus amusant, enfin, du moins je le souhaite pour vous, puisque c'est la rentrée de la conférence. Alors, nous sommes un certain nombre, vous êtes un certain nombre dans ce théâtre à savoir ce que c'est que la conférence d'un barreau, mais vous savez qu'on s'efforce d'ouvrir cette rentrée à des personnes qui ne sont pas issues du monde judiciaire, qui ne sont pas magistrats, qui ne sont pas non plus avocats. Et donc, on a trouvé intéressant de vous expliquer un petit peu ce qu'était cette soirée. Ça fait maintenant 23 ans, et toujours avec le même plaisir, que nous nous retrouvons à l'occasion de la rentrée de la conférence de notre barreau, afin d'assister, vous le savez, à ce procès fictif d'une personnalité, Jean Benguigui ce soir, qui va être mené par nos deux jeunes confrères. Alors, ces deux jeunes confrères sont élus à l'issue d'un concours qui est obligatoire, en fait, dans notre barreau pour tous les avocats qui ont moins de 2 ans d'année d'exercice professionnel. Cette année, ils ont été 74 jeunes avocats et avocates à y participer et qui ont ainsi rivalisé d'éloquence. Mais vous allez me dire, rivaliser d'éloquence, mais à quoi? Eh bien, je vous propose de le découvrir tout de suite. Il croit avoir déjà tout. Un diplôme prestigieux, une collaboration, un poste en or, une garde-robe jalousée. Et pourtant, rien n'est gagné. Tout reste à prouver. 100 concurrents venus des 4 coins des Hauts-de-Seine. Un jury composé de 4 anciens secrétaires de la conférence et du bâtonnier. 4 sujets au premier tour, 1 mois de préparation et quelques minutes pour faire la différence devant un public. 2 sujets au second tour, un week-end de préparation et un discours prononcé devant un large public. Éloquence, érudition, culture, humour, émotion, persévérance. Un seul objectif, devenir secrétaire de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine. Ce concours récompense le talent oratoire de nos jeunes confrères. Remporter ce concours vous donnera l'honneur de devenir secrétaire. Un privilège qui fera de vous les petits princes du palais. Pendant 1 an, vous serez l'ambassadeur du barreau et votre carrière s'envolera. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est obligatoire. Article 117 URLB des Hauts-de-Seine. Plus au jeu tu te prendras, plus enrichissante ta victoire sera. Votre éloquence sera non seulement récompensée du titre de secrétaire de la conférence, mais également de 15 heures de formation au premier tour, 20 heures au deuxième tour, 50 heures à l'issue de la rentrée, un accès au CO criminel. Et enfin, vous bénéficierez d'une prime. À la dernière minute, tu ne t'y attiendras point. Au premier tour, 4 sujets vous seront proposés. Vous devez en choisir un et vous avez 1 mois pour le préparer. Amoureux des mots, ceux qui s'écoutent, ceux qui se dégustent, ceux qui s'envolent. À la simple définition du Robert, tu ne te fieras plus. Votre discours devra faire preuve d'originalité, d'érudition, de culture et d'humour. Au conseil de la première étape, tu te reporteras, quoi qu'il arrive. Sache que pendant 7 ans, te présenter, tu pourras. Si vous avez la chance de faire partie des finalistes, vous devrez faire d'autant plus preuve d'excellence. Qui saura dépasser ses limites et convaincre ses pairs? Qui seront les nouveaux secrétaires de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine? Mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir les 2 nouveaux secrétaires 2011, Stéphanie Guinet, Alexandre Bordenave. Pas maintenant. Non, c'est cette année, là. C'est au terme du concours que vous venez de voir que, l'année prochaine, Stéphanie et Alexandre auront à souffrir toute cette soirée, mais plus encore à faire souffrir notre invité. Bravo encore, et je vous propose d'aller rejoindre les membres du Conseil de l'Ordre pour assister à cette soirée. Nos 2 jeunes confrères sont les 2 secrétaires que vous retrouverez l'année prochaine. Pour autant, cette année,
Eh bien, il y a 2 autres secrétaires qui ont participé au même concours l'année dernière. Et vous savez que la rentrée donc, de la conférence, vous l'avez compris, est un prétexte pour célébrer l'art oratoire et la tradition de la rhétorique, qui sont les 2 piliers de notre profession. Et je vous propose maintenant d'accueillir les 2 secrétaires de la conférence 2010, qui seront les 2 protagonistes de cette rentrée, auxquels vont être remis le prix de l'éloquence par le fondateur du concours de la conférence et de la rentrée du barreau en 1986, le bâtonnier Patrick Kibel. Monsieur le bâtonnier, c'est à vous d'officier. Sans les secrétaires. Mais ils vont arriver. Les voilà. Quelques mots, car moi je ne bénéficie pas des prompteurs et je dois donc faire confiance à ma mémoire. Une fois encore, Monsieur le bâtonnier m'a fait l'honneur de me demander de remettre le prix de la conférence au secrétaire de la promotion 2010. Je m'acquitte de cette tâche avec beaucoup de plaisir. Anne-Cécile Martineau, Rodolphe Goy, j'étais là, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais j'étais là le 19 octobre 2009, au cours du second tour éliminatoire de la conférence à laquelle vous avez participé. Si ma mémoire est bonne, vous étiez encore une quinzaine de candidats en lice. J'ai encore une fois été étonné par les qualités développées par les uns et par les autres, et tout particulièrement par vous 2. Effectivement, je crois que le jury a bien choisi, et sans dévaloriser les autres compétiteurs, je crois qu'effectivement, vous étiez les 2 meilleurs, et vous avez votre place ici, aujourd'hui. Félicitations. Vous avez, et on le dit dans le clip que vous venez de voir, vous avez su lier habilement les canons de la conférence tels que nous l'avons conçu il y a 23 ans, c'est-à-dire effectivement l'éloquence, l'humour, mais en même temps le fond, les idées, la culture. Vous y avez parfaitement réussi, tous les 2, et j'ai beaucoup apprécié vos discours. Je vous félicite l'un et l'autre. Permettez-moi, Anne-Cécile, de m'adresser un instant, sans trop vous tourner le dos, à Rodolphe Goy. Pourquoi? Ce n'est pas une préférence. C'est tout simplement parce que nous avons un souvenir commun. Il est jeune, mais je l'ai déjà affronté dans une salle prestigieuse qui est la cour d'assises. Vous m'avez dit tout à l'heure que ce n'était pas votre première prestation aux assises, mais véritablement, pour être trivial, vous m'avez bluffé. Vous assistiez des parties civiles et moi, j'assistais l'accusé. Et c'est un très douloureux souvenir, surtout pour mon client, puisqu'il a été condamné à perpétuité, vous vous en souvenez. Vous m'avez bluffé. Votre plaidoirie était équilibrée, parfaitement construite. Votre ton était ce qu'il fallait. Votre présence à la barre était manifeste, celle d'un véritable avocat. Et je vous fais une confidence à tous, et l'anecdote est vraie. Après le verdict, mon client s'est tourné vers moi et m'a dit « Maître, je vous remercie, vous avez fait ce que vous avez pu. » Ça, je ne crois pas que ce soit un compliment. Mais il a ajouté « Tout ça, c'est de la faute au petit jeune. » Et le petit jeune, c'était vous. Mon client avait oublié les tirades de l'avocat général, il avait oublié la démonstration implacable de votre ancien patron, que je vais citer pour lui faire plaisir quand même, Pierre-Anne Laugerie. Vous étiez à bonne école. Il avait oublié tout ça. Mais alors par contre, votre plaidoirie, c'est ça qui l'a fait condamner à perpétuité. Il en est encore aujourd'hui persuadé. Vous ne craignez rien, il est pour un bon bout de temps en détention encore. Convaincre un jury
c'est déjà bien. Mais alors, pour un avocat de partie civile, convaincre l'accusé, quel talent, Rodolphe! Quel talent! L'éloquence ne sert pas seulement les discours convenus de rentrée, voire les discours en forme de pince-somme des bâtonniers. Je ne parle pas pour vous, monsieur. Vous êtes trop bon, monsieur le bâtonnier. Pas encore. L'éloquence, ça sert aussi l'efficacité, ça sert la force de conviction dont nous avons besoin dans tous les exercices de notre profession, et notamment à la barre. Mesdames et messieurs les magistrats, j'allais dire mesdames et messieurs les jurés, mesdames et messieurs les magistrats, je vous en conjure, ne rejoignez pas le concert de ceux qui veulent la mort de la plaidoirie. La parole, elle est trop utile à la communication entre les hommes, que ce soit dans la vie sociale ou dans une enceinte judiciaire. Il faut préserver cette parole. Et vous en êtes l'excellent exemple l'un et l'autre, et c'est pourquoi, avec beaucoup de plaisir, je vais vous remettre les diplômes qui vous reviennent. Anne-Cécile. Anne-Cécile Martillon. Félicitations. Rodolphe Edouard. Félicitations. Voilà, monsieur le bâtonnier, j'ai terminé ma prestation. Comme vous me l'aviez demandé, j'ai respecté le nœud papillon, les gants blancs et les chaussures noires. Mais ça vous va ravir. Comme l'année dernière, mais vous aurez remarqué que du côté des médailles pendantes, il n'y a rien de nouveau par rapport à l'année dernière, malgré le message subliminal que j'avais lancé, mais je crois qu'il n'a pas été entendu. Moi, je me demande si l'année prochaine, pour la rentrée, on ne pourrait pas inviter Patrick Kibel, finalement. J'ai un dernier prix à remettre, qui est le prix Gastineau. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle que Pierre Gastineau a été un de nos confrères, un éminent spécialiste de droit des sociétés, un grand juriste, un pédagogue, toujours attentif aux jeunes de notre profession. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit qu'il avait fait une donation très importante au barreau des Hauts-de-Seine, en fait dans le but de récompenser et de soutenir un projet innovant, un projet pertinent en lien avec la formation professionnelle et que se propose de réaliser un jeune avocat. L'association qui préside à la promotion du barreau et qui planche sur le prix Gastineau a souhaité exceptionnellement cette année prolonger sur une année supplémentaire le projet qu'avait proposé l'année dernière notre confrère Blaise Alfred Ngando, que je propose maintenant de venir rejoindre, puisque nous avons décidé, et le jury a décidé, que le récipiendaire du prix 2009 allait recevoir exceptionnellement le prix 2010, compte tenu de la qualité du projet. Merci d'accueillir notre confrère Blaise Alfred Ngando. Notre confrère a proposé dès 2009, et nous avons considéré que le projet était suffisamment d'ampleur pour pouvoir aider notre confrère encore une année supplémentaire, à continuer à tisser des liens de coopération extrêmement étroits entre la France et plus particulièrement le barreau des Hauts-de-Seine, et puis son pays qui est le Cameroun, et plus particulièrement le barreau du Cameroun, l'université de Yaoundé. Notre confrère a multiplié pendant cette première année les initiatives, à la fois mixant les confrères et le monde universitaire. Et donc c'est pour ça, mon cher confrère, que j'ai beaucoup de plaisir à vous remettre le prix Gastineau 2010. Merci encore. Je vais maintenant respecter une tradition dont chacun d'entre nous pourrait largement se passer, mais qui est plus qu'une règle, qui est malheureusement un moment un peu solennel, qui est l'hommage aux confrères disparus, puisque malheureusement, cette année encore, notre barreau a été endeuillé de 6 pertes de confrères. Et donc je vais, si vous le voulez bien, très rapidement les citer et puis retracer quelques-uns de leurs caractéristiques. Le premier qui nous a quittés, ils sont classés par date de décès.
Le premier qui nous a quittés, Étienne Barbier, qui nous a quittés en toute fin d'année dernière, mais après notre rentrée solennelle. Étienne Barbier était une figure, on peut le dire, emblématique de ce qu'on va appeler la nouvelle profession d'avocat. Il avait été le grand acteur des réformes, probablement un des plus grands visionnaires de la profession d'avocat et un gestionnaire hors pair pour le cabinet qu'il a contribué à diriger pendant de nombreuses années, qui est le cabinet CSM Francis Lefebvre. Notre profession lui doit assurément beaucoup, lui qui a œuvré avec dynamisme sur le rapprochement des professions de conseil et de défense dans les années 90 et qui s'imposait pour que les cabinets français deviennent et parviennent à apporter aux entreprises le meilleur service et puissent, dans le monde économique qui commençait à s'externaliser et à s'internationaliser, à affirmer l'excellence des cabinets Altos et Coinet. La créativité d'Étienne Barbier, son énergie lui ont fait relever les défis d'une rare complexité, les conflits, les défis de la pluridisciplinarité, les conflits avec des professions qui attaquaient le monopole de l'avocat, et puis sa lutte incessante pour offrir un large éventail de services à l'ensemble de nos clients. Il restera assurément l'entrepreneur de cette profession tourné vers l'avenir. Il laissera à tous ceux qui l'ont côtoyé, et j'ai eu cette chance, le souvenir d'une personnalité riche et attachante qui a marqué l'ensemble des institutions auxquelles il a appartenu, tant notre Conseil de l'Ordre que le CNB. Nous regretterons cet humaniste généreux. Alain Gouja nous a quittés le 12 janvier dernier. Notre confrère s'était inscrit au barreau des Hauts-de-Seine le 1er janvier 1975, après avoir exercé au barreau de Beauvais pendant plus de 27 ans. Il a été membre du Conseil de l'Ordre du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1981 et il avait participé, 1976, quasiment aux premières heures de notre institution ordinale lors de la création du barreau. Son fils, Olivier, et sa belle-fille, Monette Rouache, que je salue, ont suivi sa voie en s'inscrivant à leur tour au barreau et en siégeant au Conseil. Je tenais et nous tenions à nous associer à leur tristesse. Troisième confrère qui nous a quittés le 5 mars 2010, c'est notre confrère Pierre Caldor. Pierre est probablement l'une des figures les plus emblématiques de l'avocat militant, celui qui se montre fidèle à son parti, engagé dans la cause anticolonialiste, en s'appuyant sans relâche sur son éthique professionnelle. Sa vie a été marquée par l'histoire du XXe siècle, tant comme homme que comme avocat, au point d'avoir inspiré Aragon, qui va en faire un de ses personnages dans son roman « Les communistes ». Après avoir rejoint le barreau de Paris, il choisit le barreau des Hauts-de-Seine en 1974. Mais il faut se souvenir que dès les années 50, notre confrère Pierre Caldor participe au procès des militants et dirigeants des mouvements de libération de territoires d'outre-mer, Madagascar, Côte d'Ivoire, Cameroun, Haute-Volta, Algérie, Afrique du Sud. Tous ceux qui lutteront pour l'obtention du régime politique de la détention, et de tous ces combats, Pierre Caldor sera. Ce combat, il est resté fidèle toute sa vie, à travers le Comité des défenses des libertés démocratiques en Afrique noire, à l'Association internationale des juristes démocrates, et je pourrais en passer. Simplement, je voudrais citer deux de ses derniers engagements, deux de ses engagements les plus profonds. Il a été l'un des fondateurs du syndicat des avocats de France, mais aussi celui du Secours populaire. Ce serait très franchement un portrait imparfait si j'omettais de rappeler combien riche était sa personnalité. Il était en plus un passionné de musique et de littérature, qui en faisait un ami des artistes et un chroniqueur éclairé. Pierre, on te salue. Notre confrère Denis Guignon-Fleuret est mort cet été, le 7 juillet 2010. Cet avocat avait choisi de rejoindre notre profession après une vie professionnelle déjà avancée, exercée dans de grandes entreprises à l'étranger. Mais notre confrère Denis avait opté pour le pénal au quotidien, et c'était pour ce choix-là qu'il avait choisi de revêtir la robe. Il a fait partie de l'équipe de ses collaborateurs qui, chaque jour, assure la défense en urgence. Malheureusement, la maladie devait tenir Denis éloigné de cette vie du palais auquel il était si attaché, et ce bien plus tôt qu'il ne l'aurait souhaité. François-Frédéric Vinclair, décédé le 6 octobre 2010. Cet excellent spécialiste de droit fiscal était non seulement un professionnel reconnu pour sa compétence, mais plus encore, il avait le souci de fédérer autour de lui une équipe
d'excellents juristes auxquels il n'a jamais hésité à associer de jeunes confrères. Il n'hésitait pas à les associer à l'ensemble des dossiers et responsabilités, et la fidélité au cabinet Francis Lefebvre se résume au simple fait qu'il y a fait toute sa carrière. Notre confrère François-Frédéric Winkler a été membre du Conseil de l'Ordre des années 1999 à 2001, mais une maladie éprouvante après 2 accidents ont eu raison de cet infatigable homme qui de loin nous paraissait invulnérable. Et enfin, décédée il y a tout juste quelques jours, le 29 octobre dernier, Brigitte Mézot-Lanier. Brigitte était une avocate au quotidien, ancrée dans sa ville, Boulogne-Billancourt, avec une compétence utile pour chacun, le droit, pour résoudre des situations qui, pour être banales, n'en étaient pas moins douloureuses pour celui qui venait la consulter. Un avocat disponible, concret, abordable, auquel on confie ses soucis et qui, avec bon sens, trouve la bonne solution juridique, simple, rapide, ingénieuse et qui permet de relever la tête devant son voisin, devant son employeur, devant son conjoint, retrouver sa dignité d'homme et de citoyen. Mesdames et messieurs, au cours de ce bref éloge aux avocats disparus cette année, vous avez pu entrevoir la richesse de notre barreau. Des avocats avec une réputation qui rayonne au-delà du barreau, à un très haut niveau du droit des affaires, et d'autres qui aident nos concitoyens en les accompagnant dans leur vie quotidienne, au détour des méandres de la vie des hommes et des femmes des Hauts-de-Seine, divorce, logement, travail, surendettement, parfois dans les cassures des accidents de la vie qui renvoient vers des juridictions pénales. Tout le barreau s'associe une nouvelle fois avec moi pour saluer leur mémoire sans oublier leurs proches. Je vous remercie. Alors, on vient de me dire que Jean Benguigui est arrivé, donc j'ai 2 solutions. Soit je le fais venir tout de suite et je scratch mon discours, mais je sens que le bâtonnier Kibel, oui, merci de me dire oui dans mon dos, mais je sens que le bâtonnier Kibel va être déçu. Donc, mesdames et messieurs, avant de faire venir Jean Benguigui, je voudrais vous dire quelques mots. Je vous avais promis de faire court. Nous sommes, chers confrères, à une charnière de notre évolution, un point d'inflexion majeur de notre profession. J'avais eu l'occasion ici même l'année dernière de le dire. Le constat me paraît encore plus évident cette année. Le cadre général de notre exercice professionnel est en train d'être profondément bouleversé. L'acte contresigné par avocat en est l'illustration parfaite, comme le sont par exemple les nouveaux champs d'exercice de notre profession, l'avocat fiduciaire, l'avocat correspondant CNIL. Mais c'est bien au-delà, toute la structure même de notre profession qui va être amenée à se modifier. Les frontières de l'avocat sont en train de bouger radicalement, profondément. Et il va nous falloir accepter sans crainte, et je sais qu'elles sont encore nombreuses, l'interprofessionnalité capitalistique entre professionnels du droit et du chiffre, voire peut-être même l'exercice de la profession d'avocat en entreprise, la nécessaire adaptation des modalités de collaboration libérale ou salariée au sein de nos cabinets, l'impérieuse nécessité de revoir fondamentalement le modèle économique de nos modes d'exercice, beaucoup trop fragmentés, parfois trop isolés et par conséquent beaucoup trop fragilisés. Il vous faudra lutter, confrères, contre les forces centrifuges qui vous éloignent inexorablement du centre, de la cohésion et du sens. Notre barreau doit continuer d'être au cœur des réflexions, au cœur des débats, au cœur des propositions. Mes chers confrères, ne relâchez pas vos efforts, pas une minute, pas une seconde, sinon vous serez banalisés, mélangés, mixés, confondus, amalgamés, bref, nous perdrons cette spécificité qui fait la force de notre profession. Et cette force, nous avons une nouvelle fois l'opportunité, mais surtout l'impérieuse obligation de la mettre en œuvre face aux projets multiples
actuellement en discussion, tant au niveau national qu'au niveau européen. Nous ne pouvons accepter de qui que ce soit que de pseudo-avancées qui, au final, font reculer les libertés publiques, nous soient avancées et dites comme étant de véritables progrès. Nous vivons dans une démocratie dont un des piliers qui sous-tend tout l'édifice et qui fait partie du pacte républicain est le respect des libertés. Et n'en déplaise à certains, la grandeur et la noblesse de notre profession est d'être le garant, avec d'autres, du respect des libertés, mais surtout d'en être les vigilants défenseurs, souvent sans d'autres, pour construire une société plus juste. Au-delà de ces mots qui pourraient passer auprès de 20 contempteurs comme emprunt d'emphase et de démagogie, je répondrai que, contrairement à ce qu'a affirmé récemment le garde des Sceaux, nous ne sommes pas dans une démarche corporatiste, bien au contraire. Et quand bien même on tenterait de faire croire à nos concitoyens que seul l'argent compte pour notre profession, au prétexte que nous mettons courageusement et sans tabou les conditions financières de nos interventions sur la table. Oui, mesdames et messieurs les censeurs, ne vous en déplaise, il faut parler d'argent. Commentaire à nos concitoyens, et j'assume pleinement ma position, la conception technocratique de la justice d'aujourd'hui. On nous annonce l'absence d'argent dans les caisses de l'État. Qu'à cela nous tienne, nous dit-on, la justice n'a qu'à s'adapter. On a mis un mouchoir scandaleusement discret sur le dispositif fixant les conditions normales de rendu de la justice, comme par exemple la circulaire Le Branchu, fixant les audiences, limitées à 6 heures, la collégialité des juges et la présence obligatoire d'un greffier. Mais il n'y a plus assez de moyens, mais qu'à cela ne tienne, les avocats s'adapteront, tout autant que les magistrats. Quant à l'intérêt premier de la justice, c'est-à-dire du justiciable, quelle importance? C'est à cette justice que certains croient, pas nous. Et que ceux qui aimeraient lire dans mes propos une critique partisane dirigée contre telle ou telle majorité politique se trompent fortement. Je dénonce ici des décennies de gestion strictement budgétaire, sans vision politique et sans vision politique d'envergure. Nous en sommes là, à ce stade. Et l'on voudrait que notre profession reste taisante, mais cela serait scandaleux et coupable. Comme le disait il y a quelques jours Thierry Vickers, président du Conseil national des barreaux, garde des Sceaux, qu'il recevait, une présentation tendancieuse, non. Une présentation partisane, non. Une présentation engagée, oui. Et il nous faut dénoncer aussi les conditions d'intervention des confrères dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Par une habile présentation, on nous a expliqué que le budget proposé permettrait de rémunérer correctement les confrères, alors qu'une baisse de quasi 35% du budget va nécessiter d'aller chercher les fonds ailleurs. Mais la solution a été annoncée par le président de la République, qui a lui-même indiqué lors du bicentenaire du barreau français qu'il n'y aurait pas de ligne budgétaire supplémentaire. Il faut donc aller chercher des crédits ailleurs. Alors pourquoi pas dans votre poche, confrères? Comme le propose d'ailleurs un rapport rendu il y a quelque temps au ministre de la Justice. Ponctionnons les résultats excédentaires des cabinets. Mais en voilà une idée ingénieuse. Mais j'imagine que dans sa grande logique et rigueur, nos habiles technocrates vont annoncer prochainement aux médecins qu'ils devront eux-mêmes financer la CMU. Notre profession se paupérise, elle se fragilise. Nous devons réagir promptement et fermement, affirmer ce à quoi nous sommes résolus, de manière unanime. Nous le ferons sur le projet de loi relatif à la garde à vue, qui, s'il procède de quelques avancées qu'il faut relever, il nous ramène en arrière sur bien des points. La profession dénonce unanime le projet d'audition libre, qui va volontairement laisser l'avocat en dehors de son intervention naturelle, à savoir la défense du justiciable. Les arguments développés par les promoteurs du projet ne nous ont pas convaincus. Il faut continuer à nous mobiliser, car il y va, comme je le disais tout à l'heure, de l'exercice de la protection de la liberté, élément consubstantiel de notre profession. Et je me remémore les mots et les paroles de Napoléon,
à qui un jour on vient présenter les nouvelles règles de l'organisation du barreau français, approuvées par Cambacérès, soumet à Napoléon son projet, et ce dernier a ces paroles qui résument à elles seules le danger qui nous guette, je le cite. « Ce projet est absurde. Il ne laisse aucune prise, aucune action contre eux. Ce sont des factieux et des artisans du crime et de trahison. Tant que j'aurai l'épée au côté, jamais je ne signerai un pareil décret. Je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat s'il s'en sert contre le gouvernement. » Alors, loin de moi, je vous le dis tout de suite, loin de moi l'idée de comparer ce qui se passe actuellement avec la situation de 1806. Ce n'est pas pour ça que je vous ai cité les paroles de Napoléon. Pourquoi je les cite ? Parce que la contestation que nous portons aujourd'hui est génétiquement intégrée au gène de l'avocat, dans sa lutte incessante pour faire avancer partout et toujours les libertés, la liberté devrais-je dire, car une défense de qualité, une défense présente à tous les instants de la procédure, procède de cette recherche permanente qui honore et grandit notre serment. Car, mes chers confrères, et nous devons à nos concitoyens de rester debout, camper fermement sur nos deux jambes, car c'est cela qui fait la dignité de l'homme, c'est d'être debout, toujours et partout, quel que soit le combat à mener, la cause à embrasser, le client à conseiller, le justiciable à défendre, debout, toujours et encore, farouchement, viscéralement soutenu par les valeurs humanistes qui sous-tendent les femmes et les hommes que nous sommes. Car ces valeurs qui nous rassemblent ce soir et qui nous unissent, nous les retrouvons dans notre serment, mais leur fondement va bien au-delà. Comment ne pas associer à cet instant précis ceux de nos confrères étrangers qui paient de leur liberté, voire de leur vie, leur engagement pour l'application de la loi et le respect du procès équitable. Je pense à notre confrère iranien Kian, à notre consoeur iranienne Sotoudeh, à notre confrère syrien Al-Hassani, à notre confrère vietnamien Nguyen, ou encore à notre consoeur Li Kong. Et la liste pourrait encore s'allonger. Ces femmes et ces hommes qui m'entourent ce soir, les anciens bâtonniers, les membres du Conseil de l'Ordre, les bâtonniers du ressort, les anciens secrétaires de la conférence et tous les confrères présents dans cette salle et au-delà, ont en commun ces valeurs humanistes qui s'incarnent toutes dans le fait qu'un avocat est une femme ou un homme toujours debout, fièrement et dignement, car il ne craint pas d'affronter la difficulté. Et nous allons devoir, dans les mois et les années qui viennent, affronter ces difficultés, apprendre à bouger les frontières, apprendre à exercer différemment, plus groupés, dans de nouveaux champs d'expertise, avec de nouvelles modalités d'exercice. N'ayons pas peur, n'ayez pas crainte de résolument aborder ces évolutions. Certaines seront assurément dérangeantes, d'autres bousculeront le confort relatif dans lequel nous nous sommes installés. Beaucoup, enfin, nous amèneront à remettre en cause nos certitudes, nos assurances, d'une déontologie tellement considérée comme intangible qu'elle en devient rigidifiée, d'un exercice professionnel par trop sclérosé qu'il en devient un handicap concurrentiel, par une justice considérée non plus comme un élément essentiel du lien sociétal, mais comme une source de statistiques. C'est à tout cela, mes chers confrères, que nous allons devoir nous atteler, mais nous n'y arriverons que groupés, réunis et non dispersés. J'appelle de mes vœux la création d'un ordre national, seule et unique voie d'une profession qui a besoin d'être plus forte que jamais. Nous ne pouvons pas rester éparpillés. Nous ne pouvons pas rester morcelés avec plus de 180 barreaux au prétexte qu'ils assurent le maillage territorial de l'avocat avec le tribunal, alors que la plus grande majorité de la profession n'exerce plus ou n'exerce plus qu'en dehors de la juridiction. Cette vision, on peut la regretter, mais elle correspond à une réalité. Il nous faut l'admettre, l'affronter, trouver de nouvelles réponses à cette impérieuse nécessité
de nous renforcer face aux défis que constitue le monde dans lequel nous évoluons. En perdrons-nous nos spécificités? Certainement pas. En perdrons-nous notre originalité? Assurément pas. Car tous les avocats ont ceci en commun, de rester debout, comme l'homme libre qu'il est au plus profond de son exercice. Libre ne signifie pas affranchi de toutes les règles, bien au contraire, mais la capacité de s'adapter, de résister, mais aussi celle de créer, d'imaginer, d'investir au bénéfice de notre client, qu'il s'agisse du plus faible comme du plus fort, de la personne physique ou de la société. Mes confrères, au terme de ces 2 années passées à votre service, vous m'avez offert les 2 plus uniques années de ma vie d'avocat et vous m'avez démontré tous les jours ce qu'être debout signifiait, ce que l'avocat empreint de justice, de cette parcelle d'intérêt général signifiait. Euripide disait « Parle si tu as des mots plus forts que le silence ». Ce soir, je ne voulais pas, je ne pouvais pas être silencieux. Je suis fier d'avoir pu, avec vous, partager vos difficultés, interrogations, doutes et échecs, mais aussi réussites, conquêtes, convictions et avancées. Et je le dis, avec force et vigueur, je repars grâce à vous, plus fort, homme libre, de vous, debout, face à vous. Je vous remercie. Bien, eh bien, écoutez, maintenant c'est le moment que vous attendez tous. C'est celui du procès de notre invité. Alors, je pense qu'il est maintenant définitivement arrivé. On ne m'a pas signalé qu'il était perdu ou qu'il était tombé de la moto. Alors, l'association des secrétaires de la conférence, dont vous avez compris que c'était la cheville ouvrière de cette soirée, a souhaité vous présenter ce moment magique à travers un film qui va introduire nos 2 secrétaires 2010, Madame Anne-Cécile Martineau à l'accusation, Monsieur Rodolphe Goy à la défense, et je vous propose de lancer le clip.
Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, aller chercher l'accusé ? Il est là. Alors, l'accusé est accompagné des 2 anciens secrétaires de la conférence 2009. Monsieur Benguigui, la Cour va donc maintenant procéder, pour commencer, par écouter les réquisitions de Madame l'avocat général. Madame l'avocat général, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, quand j'ai trouvé lundi matin sur mon bureau le dossier qui nous amène devant votre cour, j'ai été parcourue d'un frisson de plaisir. La plainte disait « Tentative d'homicide volontaire sur la personne du 7e art. Enfin, un dossier à mon image. Moi, la star du parquet. À moi, le champagne et le palais des festivals, les limousines et les avant-premières. J'allais rencontrer de la star. Fébrile, je parcourais les pages du dossier à la recherche du nom de cette célébrité. Je trépigne, je n'en peux plus, et enfin je trouve Monsieur Benguigui. 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 Ah, Patrick Benguigui Bruel. Ah non, Jean Benguigui. Non, là, je vois pas, là. Moi qui pensais que j'allais être la muse du 7e art, je me retrouve à me coltiner un intermittent au rabais. Ouais, je vois pas vraiment qui c'est, ce Benguigui, là. Bon, alors j'ai commencé à interroger les personnes autour de moi. Après un temps d'hésitation, ça leur revenait. Ah bah oui, ah Benguigui, ah oui, il est sympa. Le petit chauve à moustache. Là, j'étais pantoise. Petit et chauve. C'est pourtant mon genre d'homme. Et malgré le fait que j'ai un attrait particulier pour les hommes chauves au physique ramassé, je ne voyais toujours pas qui vous étiez, monsieur Benguigui. C'est que vraiment, là, on ne parlait pas de Hollywood. Hein. Je poursuivais les instructions, de plus en plus perplexe. À la question « Mais dans quoi il a joué, Benguigui ?» Systématiquement, silence éloquent, regard vide. Vous pouvez essayer chez vous, hein, vous verrez, ça marche à chaque fois. Puis toujours le même genre de réponse, hasardeuse, commençant un peu toujours de la même façon. Attends, me dis pas, hein, ah, ben il a joué l'extraterrestre dans la soupe aux choux, là. Non, ça c'est Jacques Villeray. Ah ben oui, c'était le mec qui jouait le Père Noël dans Le Père Noël est une ordure avec Thierry Lhermitte, là, comment il s'appelait Bah non, puisqu'il s'appelait Gérard Junior. Ah ben oui, Benguigui, Benichou, il jouait dans La Vérité si je mens, hein, c'est sûr. Ah non. Alors, monsieur Benguigui, je vous prie d'excuser le communautarisme aggravé de mon entourage, mais vous comprendrez quand même qu'un acteur français, juif, pied noir, qui n'aurait pas joué dans La Vérité si je mens, il n'y en a quand même pas des masses. Hein. Bref, revenons-en à nos moutons. J'ai donc commencé à étudier votre filmographie, très curieuse de comprendre comment vous pouviez être connu d'autant de monde et avoir un parcours aussi méconnu. Alors, je dois confesser que je n'ai pas regardé tous vos films, monsieur Benguigui. Je voulais commencer depuis vos débuts, mais certains des films que vous avez tournés, comment dire, je ne vous jette pas la pierre, je sais que les acteurs débutants doivent faire des sacrifices pour payer leurs factures. Des tournages sordides, des garages désaffectés avec de jeunes étudiantes en droit, désireuses d'arrondir leur fin de mois, j'ai connu. Du coup, ces films que la pudeur m'empêchait de voir resteront pour moi un mystère et peut-être vous y triomphâtes dans des premiers rôles décisifs, mais ça, je ne le saurai jamais. Mais vous comprendrez bien que, jeune femme respectable, je n'ai osé pénétrer les recoins de votre carrière dans l'industrie du film de charme. Et je me suis refusée à regarder les films dont le titre évocateur laissait présager de scènes que mes yeux chastes ne pouvaient supporter. Je laisse donc le soin à votre avocat, Maître Doigt, dont il se dit au sein du barreau que c'est le péché mignon, de les revisionner, et s'il l'estime nécessaire, de me contredire sur l'impact de vos rôles dans ces films, dont je me contenterai de rappeler les titres, Le mort aux dents,
grosse chaleur, la garce ou encore la déchirure. On me dit finalement que vous n'êtes pas un acteur pornographique. Une première piste s'éloigne, peu importe, parce que je sens qu'il y a bien pire. J'ai donc étudié de très près, disais-je, le reste de votre filmographie, Monsieur Benguigui, soit plus de 45 films. Chacun de ces films faisant en moyenne 90 minutes, je me suis donc astreinte au visionnage de plus de 4000 minutes de films, dont 3990 à attendre votre apparition. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de demander à votre mère les vidéos de vos goûters d'anniversaire. Bref, vous l'aurez compris avec moi, Monsieur le Président, c'est là le cœur du débat. C'est là qu'il faut commencer à trouver ça vilainement louche. Tout le monde vous connaît et pourtant vous êtes à peine là. Pourquoi, Monsieur Benguigui? Qu'est-ce que vous avez à cacher? Cette question, je me la suis posée tellement de fois. Vous avez hanté mon esprit, vous avez fait de mes nuits un enfer, mais maintenant j'ai compris. Je sais et je vais vous l'expliquer. Vous avez escroqué votre monde. Vous nous avez manipulés, vous m'avez manipulé. Et tout ça pourquoi? Pour tuer le 7e art et le débarrasser définitivement de ces héros qui vous font tant d'ombre. Et c'est cette escroquerie que je vais décortiquer devant vous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés. Pourquoi Benguigui, on l'aime, mais on ne le voit pas. D'abord, je me suis dit, c'est simple, ce type n'a pas de peau. Au fond, il n'y a rien de suspect à ce que, malgré un talent certain, vous n'ayez eu aucun premier rôle. Vous êtes peut-être simplement malchanceux, un comédien prometteur à qui l'on ne propose jamais rien, un Poissard, le Poulidor du 7e art, un éternel second. Mais non, c'est pas une bonne hypothèse, des rôles vous en avez eu. Rappelez-vous, Monsieur le Président, 45 films, 4000 minutes, l'enfer de tout à l'heure. Ensuite, je me suis dit que, quand même, vous aviez un physique particulier. Je me suis dit que vous souffririez, et c'est ce que j'imagine votre avocat va tenter de nous faire croire, du fait que le cinéma français ne fait la part belle qu'aux belles gueules, aux Belmondo, aux Delon, aux héros. Mais rien n'est plus faux. L'un de vos copains rencontrés au début de vos carrières dans un garage désaffecté avec les petites étudiantes, Roman Polanski, disait « Les Français aiment le réalisme. Ils pensent que si les comédiens sont trop beaux, le film ne ressemble pas à la réalité. Il a l'air d'un film. » Vous aviez donc pleinement votre place dans le cinéma français, Benguigui. Pensez à Coluche, pensez à Woody Allen, à Gainsbourg, et parlez-nous de réalisme. Vous êtes en plein dedans. Vous n'avez aucune excuse. Alors non, Monsieur le Président, Monsieur Benguigui n'est pas la victime d'un complot diligenté par l'industrie audiovisuelle, ni celle du consensus d'un club de grands blonds aux yeux bleus dont il subirait les moqueries quotidiennes. Non, Monsieur le Président, cette situation, il l'a voulu, il l'a créée même. Pervers. Ne niez pas, Monsieur Benguigui. De votre propre aveu, vous avez refusé nombre de premiers rôles, parmi lesquels on peut déjà citer un grand succès populaire qui aurait pu faire de vous une véritable star. Les aventures de Rabbi Jacob. Oui, Monsieur le Président, l'accusé aurait pu jouer dans votre film préféré. Quand on vous interroge sur les raisons de ce refus, vous brandissez crânement, si j'ose dire, l'étendard du théâtre indépendant. Vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et pour cause. Il s'agit d'une époque où le militantisme envahissait les théâtres, où le comédien, la plupart du temps nu sur scène, était le vecteur d'une pensée divergente, le garant de la rébellion. C'est ce que l'on comprend en tout cas des écoutes téléphoniques que nous avons réalisées comme à notre habitude. Alors je ne résiste pas, Monsieur le Président, au plaisir de vous livrer les meilleurs passages de ces 5000 pages d'écoute. Vous verrez que le parquet ne recule devant rien pour faire éclater la vérité. Attention, morceau choisi. Maman, comment je fais pour faire tourner le lave-vaisselle et il n'y a plus de poudre? Ou encore, salut René, tu veux un café? Non, merci, juste un calva. T'es sûr, un calva, il est quand même que 8h du mat. 5000 pages de ça, du grand art Benguigui. On est tenu en haleine, un vrai aventurier du quotidien. J'ai fini par trouver, dans ces écoutes, la phrase qui témoignait de votre attachement au théâtre engagé. Ainsi, quand un certain Thierry Ardisson vous interroge sur vos choix de carrière et votre aversion pour les films populaires, vous répondez « Pour moi, Maurice, c'était quand même la lie de la terre. C'était le cinéma commercial dans toute son horreur. Et j'en ai refusé bien d'autres des comme ça. Hors de question que je baisse mon froc pour ces vendus du box-office. C'est noble, un peu grossier, mais c'est beau. Un homme avec une telle éthique, c'est rare.
Les blockbusters n'auront pas votre peau. Hein. Ça, sur ce point, on est d'accord, les succès populaires, vous avez bien réussi à les éviter. Mais de là à dire, Benguigui, que c'est un choix délibéré de votre part, je ne peux pas laisser passer une telle escroquerie. Pour qui vous faites-vous passer? Pour le Gandhi de la comédie? Pour la mère Teresa du petit écran? Imposteur! Puis-je me permettre de rappeler certains des films engagés dans lesquels vous êtes apparu? Coco de Gad Elmaleh? Quel était le message exactement? Était-ce une parabole de la lutte des classes? Plus fort, Gomez et Tavares. En 2 mots, Monsieur le Président, ça n'en mérite pas plus, hein. C'est l'histoire de 2 flics, Gomez d'un côté, Tavares de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on en dit, Monsieur Benguigui? Un documentaire d'investigation sur la vilaine mafia marseillaise? Puis, l'apothéose fatale de Michael Youn. Alors là, je sèche. Ce film est l'histoire d'un jeune Picard propulsé en haut du box-office et qui a du mal à gérer le succès. Tout ça raconté avec une poésie et une sensibilité bouleversantes. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire, hein? Dénonciation d'un système moderne de réussite sociale ou bien lutte contre l'homophobie grâce à des dialogues qui dénoncent, tels que, je cite, « Alors toi et ton cracker, vous prenez des clous rouillés et de la harissa et vous vous les enfoncez profond dans le. » Oui, monsieur Joie, dans le. Et c'est ça pour vous le théâtre engagé? Et vous prétendez avoir refusé les aventures de Rabbi Jacob parce que ce film et son réalisateur étaient trop commerciaux? Alors que c'est sûrement la seule occasion que vous auriez eue de faire un film éminemment politique, car oui, monsieur Benguigui, là, on parle d'engagement. On parle d'un film qui dénonçait le racisme ordinaire, l'ineptie que représente le conflit israélo-palestinien et le prédéterminisme des prénoms. Salomon, vous êtes juif? Relisez donc le résumé. Je vous vois narquois, monsieur Benguigui. Ce n'est peut-être pas pour ça, alors, pour son manque d'engagement, que vous avez refusé ce rôle. C'est autre chose. À ce stade, moi, toujours un peu trop femme, je me dis qu'en réalité, peut-être parce que vous étiez mal dans votre peau, ce qu'on peut comprendre, ou par peur du ridicule, vous vouliez tout simplement éviter les scènes dansées du film, ce qu'on peut aussi comprendre et dont on vous remercie. Mais je vous en conjure, monsieur Benguigui, cessez l'imposture. Alors j'ai continué à chercher. Pourquoi toujours vouloir rester dans l'ombre? Quel était votre mobile? J'ai imaginé beaucoup de choses. J'ai imaginé que vous étiez feignant et que plus de 10 lignes de texte, c'était bien trop pour vous. Mais non, ça tient pas la route, hein. Vous pouvez quand même pas avoir toutes les tares. Hein. Je me suis ensuite dit que vous aviez une face cachée. Pourquoi toujours vouloir endosser les personnages les plus vils, toujours plus vicieux, plus lubriques, plus lâches? Tout ça malgré votre physique si bonhomme et la sympathie naturelle que vous inspirez, surtout depuis que vous avez coupé votre moustache. Quand vous nous avez avoué par-dessus le marché un goût immodéré pour les faits divers, je n'ai pas cherché plus loin. J'en ai déduit que vous étiez dans vos films, ce que vous n'osiez pas être dans la vie. Vous réalisiez à travers ces personnages vos fantasmes morbides, et la violence de ces rôles vous permettait d'acquérir la puissance que votre physique dont votre physique vous privait. C'est pour cela, me dis-je, que votre propre fille, avocate pourtant, n'avait pas accepté de vous défendre et a préféré laisser le sort de son propre père entre les mains de maître quoi, avocat débutant. Escroquerie. Non, vous êtes plus malin que ça. Le bien, le mal, c'est surfait. Toutes mes hypothèses tombaient à l'eau. Il fallait que je reprenne depuis le début. Alors j'ai recommencé. Si, monsieur le Président. J'ai visionné à nouveau les 45 films de monsieur Benguigui. Oui, 4000 minutes, hein. Oui, 3990 à l'attendre. Oui, une torture. Hein. Mais là, à mon plus grand étonnement, plus je les regardais, plus vous m'étiez sympathique. Même vos rôles les plus vils, de menteurs, de voisins pervers, me paraissaient presque touchants. Et vous réussissiez à donner à vos personnages une dimension humaine qui les rendait presque attirants. C'est là que j'ai compris. Tout s'est mis en place. Apparition brève, rôle accessoire, film dont on ne se souvient pas, mais vous, Benguigui, vous, qui ressortez avec une sensation toujours plus confortable, plus rassurante, plus agréable, vous utilisiez la bonne vieille méthode de l'image subliminale. Permettez-moi, monsieur le Président, de vous en donner la définition. Méthode de manipulation mentale fondée sur l'insertion d'une image si brièvement présente qu'on ne peut pas l'apercevoir consciemment, mais dont l'inconscient garde néanmoins une trace. Imaginez la scène.
Vous êtes installé tranquillement dans le confort de votre salon en train de regarder un film. Et hop, Benguigui. 0,002 secondes. Pas plus. Ça explique tout. Vous voulez faire oublier le film. Vous avez fait en sorte qu'on oublie tous les films dans lesquels vous avez que des seconds rôles, qu'on ne se souvienne que de vous. Vous avez élaboré ce plan démoniaque, vous êtes qu'un fou. Vous faire aimer de tous l'air de rien. Effacer les films pour qu'il n'en reste plus le moindre souvenir de vos personnages, mais que seule reste cette image positive de vous. Mais pourquoi? Et là, je me suis rappelé de cette phrase que vous aviez prononcée pendant votre interrogatoire. De toute façon, il n'y a jamais eu de créneau pour les petits gros en haut de l'affiche. Vous vous rappelez avoir dit ça, monsieur Benguigui? Non. Et pourtant, nous l'avons. Et pourtant, nous l'avons, monsieur Benguigui. Donc, il était donc là, votre mobile. Tuer le 7e art et le recréer comme on crée une nouvelle république avec vos propres codes, vos critères, vos canons de beauté. En faire un espace de jeu où vous auriez enfin non pas les premiers rôles, mais les rôles de héros. Vous aviez votre vengeance. Fini l'époque où l'on ne donnait des premiers rôles à Jacques Villeray ou à De Funès que pour les faire apparaître sous les traits d'idiots, de lâches, d'imbéciles moqués. Vous ne vouliez pas triompher si cela impliquait pour vous d'être le con du dîner de cons. Non, vous avez beaucoup trop d'orgueil pour ça, mon gros. Vous, ce que vous vouliez, mon petit, c'était le créneau du super-héros. Qu'on reconnaisse enfin que les petits gros ont un créneau, qu'ils sont l'avenir du monde. C'est pourquoi vous avez commencé à nous manipuler, à vous insinuer dans nos esprits, à annihiler notre sens critique. Après Tom Cruise et la scientologie, Jean Benguigui et la secte des rondouillards. Petit à petit, pardonnez-moi, monsieur Benguigui, mais enfin là, pour le coup, c'est une expression. Petit à petit, vous avez investi notre paysage. De nulle part, vous êtes partout. De l'ombre, vous entrez dans la lumière. Au théâtre, vous avez enfin des premiers rôles. À la télévision, vous êtes tous les soirs sur France 2, aux côtés de Ruquier, dans l'émission duquel vous formez vous-même les comédiens en devenir, votre propre bataillon, façonné à votre image et prêt à lutter sans répit à vos côtés. Vous vous constituez une armée. Arrivé à ce stade de mon investigation, une angoisse m'étreint. Devant votre délire mégalo, je prends peur. N'était-il pas déjà allé plus loin? Pour en avoir le cœur net, j'ai donc contacté Interpol. Je les ai interrogés, photo à l'appui. Est-ce que vous connaissez cet homme? Do you know this man? Et là, qu'est-ce qu'on m'apprend? Qu'aux États-Unis d'Amérique, où votre stratégie est déjà plus avancée, vous êtes connu sous le nom de Danny DeVito. Et il se dit même que vous tourniez déjà des premiers rôles, aux côtés notamment de Schwarzenegger. Ne niez pas, monsieur Benguigui, on vous a formellement identifié. Et puis là, de fil en aiguille, ça me revient, il y a quelques mois, a fait l'objet d'une plainte, un homme qu'on accusait d'avoir tué l'industrie du disque, et qui se présentait sous le pseudo de monsieur Lataupe, René Lataupe. J'ai tout de suite repris les pièces du dossier, et là, je suis tombée sur les paroles d'une chanson, un carton populaire vendu à des millions d'exemplaires, une daube. Mais les paroles prouvent sans équivoque que c'est encore une fois vous, monsieur Benguigui, derrière ce crime. Je me permets de vous donner lecture de ces paroles. C'est ton petit bidon, tes petites poignées d'amour, je trouve ça trop mignon. T'es si mignon, 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 mais gros, gros, gros. Enfin, la classe Benguigui, hein. En un tube, vous avez tué le paysage musical français et vous remettez ça avec le 7e art. Vous êtes un serial killer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le sous-estimer, monsieur le Président. Cet homme est un escroc, un imposteur, un meurtrier, et doit dorénavant être considéré comme l'ennemi public numéro 1. Vous êtes parti de rien, et puis vous êtes monté petit à petit jusqu'en haut, en nous manipulant, en vous faisant passer pour un autre. Mais vous avez vu trop grand, monsieur Benguigui. Comme disait la philosophe tunisienne Souheila Mejdoub, quand les ailes poussent à la fourmi, c'est pour sa perte. La fête est finie, Benguigui, je vous ai compris. Ce qui m'attriste, c'est que vous pensez encore pouvoir vous en sortir. Vos liens avec l'intelligence oranaise n'auront échappé à personne. Et je le rappelle aujourd'hui ici, pour que vous ne bénéficiez d'aucune connivence. Oui, monsieur le Président,
Je connais vos rapports avec le prévenu et je me demande comment cette cour peut encore se regarder dans un miroir. Non, Monsieur le Président, ce n'était pas encore une attaque sur votre physique. Selon mes indications, il semblerait que Monsieur Benguigui, alors vivant à Oran, aurait été étudiant au lycée La Michaudière. Ça vous dit peut-être quelque chose, Monsieur le Président? Ne serait-ce pas le même établissement dont votre père était le directeur? Et dans lequel vous avez tous les deux eu le bac avec mention sans jamais avoir mis les pieds en cours? Non? Vous ne trouvez pas ça un peu louche? Par ailleurs, Benguigui, vous pensiez sérieusement que vos techniques de séduction allaient fonctionner sur moi? Parce que, oui, je sais aussi vos techniques d'intimidation auprès du secrétariat général du parquet pour obtenir mon numéro de téléphone. Si je n'ai pas répondu à votre proposition de venir voir votre piscinette, vos propres termes, c'est parce que je suis une professionnelle. Du droit, mon chou, je ne mélange pas travail et plaisir. Alors j'aurais pu être indulgente avec toi parce qu'il faut bien l'avouer, les hommes dans ton genre, ça me fait craquer. Mais alors les petits gros manipulateurs, ça par contre, ça me dégoûte. Vous avez face à vous le pire des criminels qui existent. Un escroc, un traître, un meurtrier. Tuer le 7e art, un crime sans nom et donc sans peine suffisante. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, je vous demande d'entrer en voie de condamnation et de prononcer une peine qui ne pourra qu'être exemplaire. Mais au préalable, je demande à votre Cour de ne prendre aucune décision avant d'avoir visionné la totalité des films de Monsieur Jean Benguigui. Oui, Monsieur le Président, 45 films, 4000 minutes, 3990 à l'attendre. Mais attention, Monsieur le Président, ne fermez jamais l'œil. Une seconde d'inattention et tout est à refaire. Regardez ces 4000 minutes de film et je suis sûre qu'à l'issue du visionnage, la peine que vous prononcerez ne pourra qu'être éminemment exemplaire. Quant à vous, Benguigui, mon petit canard, quand tout sera fini, passez me voir pendant le cocktail. On verra ce qu'on peut faire pour mon numéro de téléphone. Avec 2-3 coupes de champagne, je m'adoucis. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Ça suffit maintenant. Merci, Madame l'avocat général. La parole est à la défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs du jury, Dieu a dit « Il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, et tous seront égaux. Mais ce ne sera pas facile. » Et puis, il a ajouté « Il y en aura même qui seront noirs, petits et moches, et pour eux, ce sera très dur. » Non, Madame l'avocat général, ce n'est pas de moi, mais d'un autre chantre de la liberté, Coluche. Les temps sont très durs pour mon client ce soir. De noir, il n'a, de par ses origines, que le pied. Mais sa comparution devant cette cour me fait cependant penser qu'après Léon Schwarzenberg, Daniel Cohn-Bendit et Anne Sinclair, voire Monseigneur Lustiger, le parquet poursuit sa persécution d'une communauté déjà suffisamment stigmatisée, les intellectuels. À moins qu'il ne s'agisse d'une aversion physique envers les petits gros, comme en témoignent les comparutions de Marc Jolivet, Philippe Bouvard et Éric Orsena devant cette même juridiction. Quelle que soit votre motivation, Madame l'avocat général, vous caricaturez, vous travestissez, vous dénaturez la nature de mon client. Si c'est là votre but, vous êtes en retard. Le 7e art s'en est chargé avant vous. Vous disposez pourtant
d'un dossier qui vient à l'audience sur renvoi d'un juge d'instruction, ce qui, dans cette juridiction, mérite d'être souligné. Malgré cela, vous n'avez rien compris, rien saisi de la subtilité de mon client, car Jean Benguigui n'a pas la banalité de son apparence. De cette instruction, vous n'avez retenu qu'une analyse parcellaire et biaisée, dans le but unique et ignoble de faire de celui-ci l'ennemi public numéro 1. Sachons raison garder, Madame l'avocat générale. Encore faudrait-il qu'il soit public, cet homme-là. Dans la rue, ce n'est pas qu'on ne le reconnaît pas, c'est qu'on ne le voit pas. À l'écran, c'est l'inverse. On le voit, mais impossible de l'identifier lorsqu'il est coincé entre la starlette au second plan et le ficus du décor. Pour autant, ce n'est pas un escroc, et je peux le démontrer. Son physique d'abord, qui semble tant vous intriguer, ne saurait constituer un élément à charge, fût-il pondéral. Oui, je sais, Jean. J'avais promis qu'on ne touchait pas au physique, hein. Mais là, c'est mon seul vrai argument de plaidoirie. Mon client a certes un physique particulier, on ne peut le nier. Mais je vous interdis d'en faire une tare. Les petits aussi ont droit au respect. Et méfiez-vous, ils sont partout. Là, ici, enfin bref, partout. À tel point que j'en ai fait une spécialité. À Badinter, les grands combats. À Vergès, les salauds. À moi, la défense des plus petits. Le divorce de Mimi Mati, c'est moi. L'assistance éducative de Jordi, c'est encore moi. Tout ça, c'est moi. Et ce service, je le rends à tous les petits. Je ne compte plus les occasions au cours desquelles j'ai substitué mon estimé bâtonnier. Ce choix, je ne le regrette pas. Les petits gagnent à être connus, et aujourd'hui, particulièrement celui-ci. Vous pointez l'escroquerie au motif qu'il vous est insaisissable et versatile. Mais avez-vous seulement fait l'effort de le connaître? Rien que son nom appelle à la réflexion et à l'indulgence. Vous êtes-vous seulement interrogé sur le poids de Benguigui? Le nom, hein, pas l'accusé. Savez-vous ce que c'est que d'évoluer dans une famille, ne serait-elle qu'artistique, où tout le monde réussit, sauf vous? Le petit frère, Patrick, chanteur à succès, joueur de poker reconnu, aimant à Minette dès son plus jeune âge et chouchou de sa maman. La petite sœur, Yamina, réalisatrice engagée, toujours au premier rang à l'école pour mieux lécher les pompes des profs. Et en sus, tous deux décorés de l'Ordre national du mérite. Ah, les parents, ils étaient fiers, hein? Et Jean qui, comme le vilain petit canard de cette glorieuse fratrie, mesquin le pauvre, tente comme il peut d'attirer l'attention sur lui. Constat malheureusement récurrent en matière d'enfance délinquante. De son enfance, il a gardé sa taille. Taille qui lui a ouvert les portes du cinéma. Enfin, les portes, l'entrée de service. Voir le monte-charge. Il l'avoue lui-même. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore de créneau petit gros. Ce créneau, il l'a pris et il l'a assumé. Mais force est de constater que cette voie le privait d'emblée de la tête d'affiche. Pour lui, jamais de rôle de jeune premier, de héros, de prince fringant à la chevelure flamboyante. Pour lui, jamais de Rodrigue, de Perdican, de Ruy-Blas, luttant pour l'honneur, pour un royaume, pour l'amour d'une reine. Jamais d'Ophélie, d'Elvire ou de Chimène, embrassée fougueusement au clair de lune. Tout au mieux, une vieille Marthe Villalonga, l'accueillant d'un « T'étais où, feignant? Et t'as vu dans quel état t'es, poivreau ?» Bref, jamais de to be or not to be pour Benguigui. Des esprits mal avisés et pernicieux souligneront l'impossibilité de l'imaginer en soldat intrépide, au trait immaculé, pataugeant dans la gadoue, sans penser à un documentaire de chasse et pêche sur la piste de la galinette cendrée. De même, impossible de le revêtir d'une armure étincelante de preux chevalier, sans l'associer automatiquement à une couscoussière.
point de héros pour lui. Non, toujours le petit vicieux, énervé, qu'il soit simple voisin, commerçant de quartier ou trafiquant international. Toujours ce petit homme nerveux, épris de pouvoir, la Rolex en or au poignet. Ah là, par contre, ça me rappelle un premier rôle. Mais lequel? Passons, ça n'a pas dû être très brillant. Mais la véritable bravoure ne serait-elle pas finalement d'endosser film après film les traits des plus infâmes salopards, des plus viles ordures, ces mêmes salauds sans lesquels ces héros connaîtraient moins de rayonnement et de gloire, à bien y réfléchir? Plus l'ennemi est laid et bête, plus la victoire est facile. Car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, n'est-ce pas? Et puis ce vilain, ce cracheux, souvent caricatural, ridicule, trouillard et lâche, Madame l'avocate générale, je vous l'accorde, n'est-il pas plus proche de nous qu'aucun chevalier blanc ne le sera jamais? Dieu est mort et les héros n'existent plus. L'escroquerie ne résiderait-elle pas dans cet espoir vain que les braves sont encore parmi nous? Je vous l'assure, ces seconds rôles reflètent une humanité bien réelle. La colère, l'envie, la jalousie, la peur sont des sentiments plus courants que le courage et l'altruisme. Vous en voyez souvent des actes de bravoure, même de civisme. Et nous, que faisons-nous à la vue de cet homme fouillant nos poubelles la nuit venue? Que faisons-nous à la vue de cette femme mendiant son bébé dans les bras? Notre quotidien offre bien peu de héros en vérité. Les grandes victoires n'existent plus. Seuls les combats du quotidien, menés par une poignée de convaincus, de militants ou de simples citoyens, permettent de croire qu'il y a encore du bon en nous. Car même dans nos démocraties, il y a des résistances à opposer. Rappelez-vous Mirabeau. Mirabeau qui disait « La résistance est le devoir et ne peut s'appeler révolte ». Et là, je pense à cette institutrice qui refuse aux policiers l'accès de sa classe pour protéger l'enfant d'émigré sur le point d'être conduit à la frontière. Je pense à ces journalistes qui risquent leur liberté, parfois au péril de leur vie. Alors je repose la question, où est l'escroquerie? Dans l'interprétation de ces odieux personnages, malgré tout sympathiques, ou dans cette croyance naïve que les héros, ces premiers rôles, seront toujours là pour nous en débarrasser? Madame, l'avocat général, appelle à l'escroquerie au prétexte que mon client lui paraît faux, inconnu, fuyant. Et pourtant, il est partout et bien identifiable. Ne vous en déplaise, Madame l'avocat général, on a tous quelque chose en nous de Benguigui. Et le 7e art ne s'y est pas trompé. De par sa simplicité et sa discrétion, Jean Benguigui s'inscrit dans la veine de ceux qui, sans être des monstres sacrés, demeurent de grands acteurs. Au cinéma, éternel Sancho Panza des plus grands, sa présence, bonhomme et modeste, permet à ceux-là d'être dans la lumière, sans qu'ils ne se plaignent jamais, lui, de rester dans l'ombre. Gérard Depardieu, Josiane Balasco, Gad Elmaleh, Michael Youn, tant de Zorro qui doivent tout à leur Bernardo Benguigui. Je parlais tout à l'heure d'intellectuels, et je n'ai pas oublié votre sourire condescendant à ce moment-là, Madame l'avocat général. Avec quelle suffisance vous avez rappelé ces rôles insignifiants dans des nanars de seconde zone. Toujours cette odieuse manie de l'étiquetage. À l'effort de diversifier, nous cédons à la facilité de tout compartimenter. Jamais de véritable personnalisation, un travers que même notre justice connaît, et vous, la première, Madame l'avocat général. Vous avez oublié un peu vite ces films moins populaires, certes, mais plus engagés, qui plaisent davantage aux critiques de Télérama qu'aux lecteurs de TéléZ. Ce n'est pas ma faute si vous ne regardez que TF1. Des camisards aux maquisards, il interprète des bribes du passé, souvent condamnées à l'oubli par notre mémoire. Et quand bien même, Jean Benguigui n'est pas seulement ce trafiquant d'armes au d'Ivoire, ce valet mafieux, cet érotomane cocaïnomane, ce cafetier vénal et véreux. Il est aussi ce grand-père aimant, ce cuisinier jovial, ce commissaire aigri mais chevronné. Un homme entier, amoureux de la vie et du bon mot bien tourné, un poète. Un jour, historien, dans Coco, je cite, « Si on était au XVIIe siècle, je te nique ta race en duel !» Le lendemain, romantique, dans « Ma vie est un enfer », je cite de nouveau, « Les filles comme ça, au physique rébarbatif, c'est souvent des affaires au plumard. » Plus tard,
Un politologue avisé lorsqu'ici même, sur ces planches, il tient le rôle phare dans cette pièce au titre aussi élégant qu'évocateur, La République de mes couilles. Et qu'il pose au préfet cette question plus que d'actualité. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à ôter le droit au travail de la liste des droits de l'homme? Intellectuel, je vous dis. Les planches, d'ailleurs, à l'inverse du cinéma, lui offrent la part belle. De Shakespeare à Brecht, en passant par Musset et Tchekhov, mon client démontre là une vérité qui vous a échappé. Au théâtre, le comédien se révèle, se donne, se met en danger. Il n'y a plus d'écran, pas de séance de rattrapage, pas de montage. C'est le moment de vérité pour lui, le moment de sa vérité artistique. Car les planches font aussi, souvent, la différence entre le monstre sacré et le grand comédien. Dans cet exercice, pas d'imposture, pas d'escroquerie selon vos propres mots. Mais cette vérité, cette sensibilité, les avez-vous seulement effleurées au cours de votre réquisitoire? Apparemment non. Apparemment, à brûler les planches, celui-ci s'est donc attiré les foudres du parquet. De là à ce qu'il soit condamné à une peine planchée, il n'y a qu'une latte. D'ailleurs, c'est presque inhabituel. Pour une fois que le ministère public n'apporte pas son soutien à une personnalité, Jean Benguigui est pourtant le premier acteur à comparaître devant cette cour, signe du peu d'intérêt qu'a le parquet pour les vrais hommes de culture. Leur préférence sans doute, les voltigeurs de la finance, les détrousseurs de vieilles dames fortunées. Il est vrai. Le travail d'investigation n'est pas simple. Les fausses pistes sont nombreuses. Et même à l'occasion des personnages plus sérieux, la comédie n'est jamais loin. J'en veux pour preuve le banquet de Platon, porté à l'écran en 1989. Jean Benguigui est Apollodore. Allez, Monsieur le Président, un effort. Nous étions convenus que malgré l'absence d'un ministre, nous persistions dans la culture cette année. Apollodore, rappelez-vous, ce narrateur chargé de rapporter le récit d'une réception où l'illustre Socrate a notamment discouru. L'aventure semble belle par son sujet et son époque, et pourtant, là encore, le naturel revient au galop. Première scène, apparition de mon client, la mer à mi-mollet, perdue dans un amas de tissus informes et surabondants, la pilosité surnaturelle, en bas, au milieu, en haut, oui à l'époque, même en haut, la spectatrice, voire le spectateur, qui attendait l'apparition d'un jeune éphèbe grec, blond et athlétique, un peu comme moi, doit se résigner à un ersatz transsexuel de Vénus sortant des eaux, engoncé dans une défroque même invendable au marché Saint-Pierre. Le second rôle étant à s'y poser, naît alors l'espoir d'un premier rôle charismatique, d'un Socrate grandiose. Ce grand philosophe de l'Antiquité, précurseur de la matière, ne peut être que majestueux dans sa tunique et assagi par une barbe immaculée. L'attente est de courte durée, l'espoir aussi. Philippe Léotard. La tête d'un lendemain de fête et la démarche aussi assurée qu'un octogénaire. Vous accusez mon client de tuer le 7e art, mais si mort il y a, parlez-moi de suicide, pas de meurtre. Et puis ce grand écran que vous persistez à considérer comme une victime, je trouve au contraire qu'il lui rend bien service. Là où de soi-disant grands acteurs ne se reconnaissent que dans le drame, Jean Benguigui s'emploie une forme d'exercice plus louable et salutaire, insuffler, ne serait-ce que momentanément, un peu de légèreté dans la vie et susciter le rire. Et finalement, le véritable défi ne réside-t-il pas là? Mettre entre parenthèses l'espace d'un moment, un quotidien parfois difficile à endurer. Et en la matière, Jean Benguigui est un véritable guide. Moi-même, depuis que je le connais, lorsque j'ai un coup de cafard, je l'appelle. Une poignée de main chaleureuse, puis à mon bureau, il s'assied. Un échange de regards furtifs, il me donne la permission. Je me lève, me place à ses côtés, colle mon oreille sur cet espace vierge, comme l'on fait avec un coquillage. Les yeux clos, j'entends. D'abord rien. Puis, il me semble entendre le son de la mer, le grincement mélancolique des félouques du port d'Oran, les bruits de la Casbah, le coup tant mérité d'une figue de Barbarie. Avec un effort, je sens presque la menthe et la coriandre. Un silence.
Puis un clap, on tourne, ronronnement des caméras. Encore un silence. Et je me vois, je me devine, dans une obscurité brisée brutalement par cet écran lumineux, et l'apparition de Jean Mineur, Mediavision, 46 20 0001. Le voyage débute. Avec lui, mes premiers émois, des larmes versées anonymement dans le noir, la colère aussi, contre cet éternel choucroute capillaire devant moi, qui ne m'a jamais permis de lire un seul sous-titre de ma vie. C'est pour ça que, comme tous les petits, je déteste Woody Allen. J'ai jamais rien compris. Il n'y a que des dialogues, pas d'action, blablabla, on comprend rien. Et surtout, j'entends des rires. Et encore des rires. Je reviens à la réalité, et ce seul souvenir suffit à me faire sourire. Jean Benguigui, c'est mon coquillage à moi. Mon petit bulot. Cette sensation-là, je la souhaite à tous et allez, même à vous, Madame l'avocat général. D'ailleurs, votre propre enceinte n'est pas dépourvue de comédie. Ce vaudeville que vous appelez Affaire Bettencourt et dont les prochains épisodes se dérouleront probablement côté court. Ce criminel, arrivant dans un fourgon de police et trouvant certainement le temps trop long, repart à pied par la porte principale sans attendre le délibéré de la cour d'assises. Ce fidèle compagnon de l'homme, promu au rang de témoin majeur dans une instruction criminelle. Et la poésie est partout également, d'un casse-toi pauvre con à la fellation économique et autres empreintes génitales. Nos intellectuels ne sont décidément pas en manque d'inspiration. Ah, mais je comprends mieux la comparution de mon client. Il a entièrement sa place ici. Finalement, ce que vous pourriez reprocher à mon client, ce n'est pas une imposture, mais une dualité. Ce que vous n'arrivez pas à saisir, Madame l'avocat général, c'est qu'il n'usurpe pas l'identité d'un autre. Il est tous ces autres à la fois. D'un côté, le bouffon, infâme, toujours au second plan. Ah si, Jean, il faut ce qu'il faut. Hein. Et de l'autre, ce grand discret, amoureux de la vie et des planches, et pourquoi pas préoccupé de notre vie. Oui, et aussi de la vôtre, Madame l'avocat général. Il y a chez lui cette cohabitation de deux personnalités souveraines, à l'image de ces deux lions légendaires qui ont donné leur nom à sa ville natale, Oran. Le lion n'emporte pas votre conviction. Vous auriez sans doute préféré un animal moins noble et plus commun. L'albatros conviendrait vraisemblablement mieux à l'idée que vous vous faites de celui-ci. Souvenez-vous, ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. J'en conviens. Mon client n'est pas Baudelaire et tient plus de la poule d'eau que de l'albatros. Mais le propos est le même. De la même manière, vous tentez par vos critiques et vos moqueries de faire de celui-ci un énième artiste maudit. Peine perdue, Madame l'avocat général. Par son déferment, votre fête en réalité, il a au contraire tout gagné ce soir. Par vos poursuites, vous lui donnez ce que vous lui reprochez de n'avoir jamais eu, un premier rôle. Par sa comparution, vous lui offrez sa cérémonie. Lui, si féru de faits divers et de trames judiciaires, le voilà ravi. Cette salle d'audience sera son palais des festivals, Monsieur le Président, sa Jeanne Moreau, et votre peine, sa récompense. Non, t'inquiète Jean, je gère. Une inscription en lettres d'or sur son casier judiciaire, voilà sa palme. Condamnez-le, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour. T'inquiète Jean, c'est dans la poche. Condamnez-le, et vous le consacrerez. Monsieur Benguigui, il est de tradition de donner la parole
en dernier à l'accusé. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer? 15, oui, je vous dis. Vous avez donc la parole. Bon, j'ai relevé énormément d'inexactitudes, évidemment, de l'accusation. D'abord, je voulais vous dire que je suis très content d'être parmi vous ce soir parce qu'il y a une voiture, une moto, un taxi qui est venu me chercher tout à l'heure au studio où je travaillais. Et on me dit, tu vas aller au tribunal. Je ne savais pas si le tribunal de Nanterre fonctionnait toujours. Alors, quand j'ai eu prendre le périphérique et que j'ai vu qu'on est passé près de la porte de la Chapelle, j'ai dit, ça y est, on est délocalisé à Lille, je ne sais pas. On a vu Addis, ils vont peut-être nous envoyer à Bordeaux. Puis après, l'autoroute du centre, ils ne vont pas quand même pas aller jusqu'à Vichy. Mais je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, montrer que cette justice fonctionne encore ici, quoique on raconte la presse. Enfin, à ce qu'on dit, à ce qu'on écoute, la presse dit des choses terribles sur ce tribunal. Et j'ai trouvé l'attaque de madame l'avocate générale, une femme si belle, si délicieuse comme ça, au premier abord, mais d'une férocité de grande. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'attaquer les gens sur la taille quand on mesure 1m85 pour 55 kilos, ce n'est pas beau. Je ne l'ai pas interrompu de peur de la déstabiliser. Et heureusement, j'ai dit, ça y est, mon défenseur va parler d'autre chose. Eh ben non. Et là, j'ai compris ce vieil adage qu'il valait mieux se méfier de son défenseur que de son accusateur. Parce qu'avec sa rhétorique brillante, sa voix d'un futur ténor du barreau, parce qu'il chante bien, il chante le droit très bien, hein, ce garçon, il n'a pas été plus gentil, en fait. C'était quand même, si vous voulez, un espèce de passage à tabac. Hein. Ça me rappelle quand on commence à jouer au rugby, et on me dit, tiens, tu vas jouer talonneur. Hein, je m'étais arrivé dans le sud-ouest il y a très longtemps, et alors on dit, oui, ben d'accord, et puis, en fin de compte, vous êtes au milieu de la mêlée, et c'est tous les joueurs qui vous tapent dessus. Vous voyez? Donc, j'ai vécu ce soir une expérience extrêmement difficile, parce que jamais personne n'avait osé parler de moi comme ça. Parce que le bonasse, le petit gros bonasse, c'est très violent. Très, très violent. On a frôlé l'incident d'audience. Et si quelqu'un dans ma vie privée me dit tout ce qu'on me dit, lui, je lui casse la gueule. Mais devant la solennité de chaque cour réunie, où, même dans le public, c'est bourré d'avocats, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça, un tribunal où... Chez nous, on appelle ça une corporative. Vous savez, quand les acteurs jouent pour les acteurs. Et c'est le public le plus difficile qui soit. Parce qu'entre vous, vous êtes terribles. Hein. Nous, les acteurs, on ne s'aime pas beaucoup, mais alors vous... Heureusement que, paraît-il, il y a des bâtonniers qui font le mur de Berlin, qui font l'ONU, qui font comme ça des chevaux de frise pour éviter que les avocats, dans cette cour même, paraît-il, certains ont failli en venir aux mains. Mais heureusement que M. Dutheil, bâtonnier Dutheil, paraît-il, a joué les casques bleus de manière admirable. C'est pour ça que, sous la protection du bâtonnier et de la cour, en fin de compte, j'espère pouvoir me sortir de cette soirée sans grand dommage physique. Merci beaucoup. La Cour va se retirer pour délibérer. C'est la transparence de la justice. On fait noir. Vous savez, on est prêt à tous les effets spéciaux ici. Monsieur Jean Benguigui, la Cour, après en avoir délibéré. Qu'est-ce que je disais? A estimé que votre sanction devait effectivement s'inscrire dans l'exceptionnalité. Une condamnation étant requise des deux côtés de la barre. Certains diront à juste titre qu'on a l'avocat qu'on mérite.
La Cour vous condamne donc à une peine exemplaire, car une peine perpétuelle. Et par là même, la Cour s'arroge le droit à la réhabilitation d'une sanction. Jean Benguigui, la Cour vous condamne au bûcher du 7e art. Vous continuerez donc, à partir de ce jour, à brûler les planches de ce théâtre et de tant d'autres, ainsi qu'à irradier les salles de cinéma de votre talent. Et je vous en remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chères personnalités, je déclare fermée la 23e rentrée de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine et je vous remercie.